Donc, je suis avec Stéphane Fourier, qui est donc délégué à la protection des données chez DPO Agency. Stéphane, est-ce que tu peux me dire comment on devient délégué à la protection des données? Oui, alors déjà bonjour à tous. Donc comment on devient délégué à la protection des données? J'ai suivi une première formation à distance pour au tout début du RGPD. J'ai fait une deuxième formation à distance pour les évolutions du métier et de la réglementation. Aujourd'hui, je pense qu'on en parle un petit peu plus pour les nouveaux étudiants, hein. Évidemment, à l'époque, ça n'existait pas, donc on ne pouvait pas s'inventer des PO. Mais voilà, en fait, il faut toujours se tenir en constante veille des évolutions pour pouvoir continuer à faire ce métier. Ok, donc il n'y a pas une école spécifique, c'est de la formation que tu peux faire 100% en ligne. Exactement, oui. Il n'y a pas d'école spécifique, à ma connaissance, pour devenir DPO. Donc tu peux faire ça à n'importe quelle période de ta vie, que tu sois jeune qui cherche quoi faire dans sa vie ou personne en reconversion. C'est un peu ce qui t'est arrivé à toi. Tu as repris ça en reconversion en quelque sorte. Je ne vais pas dire en reconversion, mais en complément de mes prestations. Oui, parce que moi, ça va faire 10 ans que j'ai créé ma structure et du coup, ça fait 6 ans que je suis DPO en complément des autres prestations. Tu parles de formation en ligne, ça a un coût, je suppose. Ça t'a coûté combien pour te former à ce métier? Alors là, tu vas faire appel à mes souvenirs. Je pense que la première formation que j'ai faite à l'époque, ça devait être 800 €, quelque chose comme ça. Et la deuxième, sachant que j'avais utilisé mon budget quand même de l'OPCO, ça devait être 1600, 1700 €, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as un titre pro comme une carte T, tu sais, un peu comme les agents immobiliers? Est-ce qu'il y a un certificat que tu viens montrer en disant salut, je suis DPO officiellement reconnu ou voilà, tu as juste un diplôme? Alors, il n'y a pas de titre pro pour l'instant, hein, à ma connaissance. On peut se faire certifier DPO, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, pour être certifié DPO, on va dans les organismes certificateurs comme l'AFPA, ou pas l'AFPA, l'AFNOR ou je ne sais plus, la PAV ici dans la région. Mais il n'y a pas de diplôme pour être DPO pour l'instant. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès particulières pour accéder à la formation ou est-ce que c'est ouvert à tous, peu importe qui tu es et ton histoire? Je pense qu'il faut quand même justifier d'un minimum de diplôme bac plus 2 ou bac plus 3, je crois. Mais après que tu aies fait des études de droit ou pas, des études d'informatique ou quoi que ce soit, non, pas forcément. Donc en gros, c'est vraiment un métier très accessible à tout le monde et en plus, il y a beaucoup de demandes. Ah bah oui, clairement, hein, parce que je sais qu'à l'époque, on devait être 50 000 DPO, on était que 5 000. Donc aujourd'hui, certes, ça a dû augmenter, mais on n'est certainement pas encore assez pour couvrir tous les besoins, déjà rien que de la France. Ah oui, 5 000 pour 50 000. Il y a de l'avenir. Venez faire des PO, hein, concrètement. Après avoir parlé formation et comment devenir donc délégué à la protection des données, on va parler de la mixité homme-femme. Est-ce que c'est discriminant dans ce métier d'être une femme ou pas du tout? Je pense pas, parce que on m'a jamais donné cet argument-là. Donc, au contraire, je dirais même, hein, moi, mon slogan, c'est avec DPO Agency, le RGPD devient sexy. J'essaye d'en faire une force. Est-ce que c'est difficile pour les femmes de se faire une place dans ce milieu? Je pense que oui, parce qu'évidemment, mais ça, c'est un peu comme dans tous les métiers, hein, finalement, ceux qui sont majoritairement masculins, les femmes ont déjà. J'ai rencontré dernièrement une femme qui tient une boucherie. C'est pas non plus très féminin à la base. Donc on a nos preuves à faire, ça je suis d'accord. Ça marche et j'imagine que quand tu arrives pour contrôler et donc les gens s'imaginent que tu vas les gronder et leur dire ce que c'est pas bien, alors qu'on a bien vu dans les vidéos que c'est pas le cas, que tu es là pour justement conseiller, sensibiliser et aider à ne pas avoir de sanctions, que quand tu arrives dans une entreprise et que le patron et toutes les équipes te reçoivent en mode ah tiens, c'est une nana qui vient de dire si je fais les choses correctement, je suppose que ça doit être parfois un peu compliqué, tu dois avoir des têtes un peu surprises, non? Bah, forcément, puisque souvent on s'attend à un monsieur vu déjà mon prénom. Mais on m'a jamais dit quoi que ce soit du fait que j'étais une femme qui venait. Je pense que j'ai quand même le caractère aussi qui va bien en face, donc on n'ose pas me dire quoi que ce soit. Effectivement, donc vaut mieux avoir du caractère pour savoir s'imposer dans ce milieu un petit peu masculin. Oui, ça c'est une évidence. Est-ce que du coup il y a des adaptations nécessaires pour les femmes dans ce métier ou est-ce qu'elles peuvent l'exercer de la même manière qu'un homme en fait? Non, on peut faire de la même façon, il n'y a pas d'adaptation particulière. Est-ce qu'il y a un équivalent féminin à l'intitulé de ton métier? Parce qu'on dit un délégué à la protection des données, est-ce qu'on dit aussi une déléguée à la protection des données ou est-ce qu'il y a un autre nom pour ça?
Non, moi, je suis une déléguée et eux à la protection des données. Petite question bonus pour le côté mixité homme-femme. Parviens-tu à avoir une vie de famille à côté de ton métier? Oui, parce que je suis quelqu'un de très organisé, donc à partir du moment où mon fils est avec moi, je m'occupe de mon fils. Donc en fait, ton métier qui nécessite rigueur et organisation est un réel avantage pour réussir à avoir une vie de famille, un équilibre vie de famille, vie pro à côté en fait. Oui, totalement, parce que de toute façon, c'est important et je travaille beaucoup moins depuis que j'ai que mon fils qu'avant. Ça, c'est évident, on n'a pas le choix. Ça marche. Donc du coup, c'est un métier qu'on peut faire sans se dire qu'on va sacrifier en gros notre vie de famille. Oui, après, chacun a évidemment ses objectifs et ses ambitions et sa propre organisation, mais c'est tout à fait faisable. Maintenant, on va parler différence entre salariat et indépendance. Donc toi, tu exerces ton métier en tant qu'indépendante. Est-ce que c'est un métier qu'on peut exercer uniquement en tant qu'indépendante ou est-ce qu'on peut être également salarié? Le métier de délégué à la protection des données peut être aussi bien en indépendant qu'en interne, donc en tant que salarié dans une entreprise. Maintenant, il faut savoir que dans certaines entreprises, et surtout les petites, il n'y a pas forcément une personne qui sera d'une compétente et autorisée à exercer ce métier, parce qu'il faut savoir que le DPO ne peut être ni le responsable de l'entreprise, ni un responsable de service, sinon il y a conflit d'intérêts. Donc forcément, parfois, ça va limiter le choix et on n'aura pas d'autre solution que de faire appel à un DPO indépendant. Mais dans les grandes structures, ils peuvent effectivement désigner en interne une personne DPO ou embaucher un DPO à temps complet, s'il y a vraiment de quoi fournir comme travail. Mais il y a des grandes entreprises où ils sont plusieurs DPO, donc ils sont salariés. Il y a des entreprises où une personne, par exemple, à la qualité, au service qualité ou au service marketing, peut avoir en plus le titre de DPO, mais en plus de son travail habituel. Donc ça, c'est vrai que c'est une particularité que j'ai remarquée au fur et à mesure des années, c'est que je viens parfois accompagner les référents RGPD ou les DPO internes parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ce côté-là de leur travail, parce qu'ils ont leurs tâches habituelles à faire. Et j'ai lu quelque part qu'on pouvait aussi avoir des DPO partagés entre plusieurs entreprises alors qu'ils seraient enfin un petit peu salariés mais du coup partagés, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? On va appeler plutôt ça un DPO mutualisé. Et ça, c'est vrai que ça arrive notamment dans les collectivités, par exemple. Il y a un DPO qui va être partagé dans plusieurs communes parce que c'est une petite commune, par exemple, qui n'a pas les moyens d'avoir un DPO à temps complet, ou alors parce qu'il y a une communauté de communes qui veut le même DPO, donc on va le mutualiser. Ou après, ça peut être un DPO partagé dans les mêmes, comment je vais dire, filiales d'un groupe. Mais oui, c'est le même, c'est pas un salarié, il est quand même indépendant. D'accord, donc on peut être mutualisé mais plutôt indépendant. Oui, exactement. Quand tu es salarié, est-ce qu'il y a un contrat de travail particulier que tu arrives à avoir plus facilement? Est-ce qu'on peut espérer avoir un CDI ou est-ce que c'est plutôt des CDD, de l'intérim, de la vacation? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Pour le métier de DPO, intérim ou CDD, ça m'étonnerait fort parce que forcément, le DPO, l'entreprise en aura besoin tout le temps. Donc, à mon avis, si c'est un salarié, il sera en CDI. Du coup, j'imagine facilité à trouver de l'emploi extrêmement facile puisque tu m'as dit que donc normalement il est censé y avoir 50 000 DPO en France pour couvrir le besoin et qu'on en était à peu près à 5 000 quand tu as commencé. Mhm. Alors, oui, il y a des entreprises qui n'ont pas encore DPO, malheureusement, alors que c'est quand même normalement depuis 2018. Mais il y a des entreprises qui sont obligées de désigner un DPO qui n'en ont pas encore. Maintenant, est-ce qu'elles passent des annonces pour en recruter? C'est pas toujours le cas. Ou alors, il y a même, et ça m'est arrivé parfois, des entreprises qui avaient un DPO, soit qui est parti, soit qui veulent remplacer parce qu'il ne fait pas l'affaire. Donc ça arrive aussi. D'accord, donc il y a des bons et des mauvais DPO comme partout en fait, c'est comme dans toutes les professions. Ben oui, pourquoi ça serait autrement? Bah, je sais pas, peut-être le fait que ce soit un métier qui nécessite rigueur et organisation, on se dit que c'est forcément des gens qui bossent bien, mais donc en fait il faut quand même regarder les avis Google un petit peu des professionnels avant de faire appel à eux quoi. Ben oui, c'est comme un resto ou un hôtel, ça c'est sûr. Après, la différence, ça sera, je pense, dans le relationnel et dans le suivi avec les clients de toute façon. Combien de temps faut-il pour réussir dans ce métier-là en tant qu'indépendant? Combien de temps pour percer, tu veux dire? Ah, bonne question. Bah ça va dépendre de chacun. On va dire que moi, j'ai du coup fait la formation
en 2017 pendant ma grossesse. J'ai commencé en 2018. Le temps de trouver les clients, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, petit à petit. Et puis, c'est comme pour tout métier finalement, prospecter, être actif sur les réseaux, se faire connaître. Donc, il faut un peu de patience, oui, certes, ça se fait pas en un seul jour. Je dirais plusieurs mois. Oui, et puis je suppose, en plus, toi, quand tu t'es lancé, c'était les débuts du RGPD, avec sûrement des gens qui étaient réticents, des gens qui se disaient c'est bon, ça va leur passer la lubie du gouvernement, enfin voilà, ces choses-là. Et que du coup, c'était plus compliqué de prospecter à ce moment-là que ça ne serait aujourd'hui, en fait. Alors, vous allez rire, mais même si mon métier premier, c'est la prospection, pour moi, je prospecte pas. Donc, déjà, je pense que je suis peut-être pas le bon exemple. Penser que les lubies du gouvernement vont passer, c'est rêvé, déjà. En fait, moi, les premiers clients, entre guillemets, que j'ai eus pour justement la mise en conformité au RGPD de leur structure, c'est mes anciens clients que j'avais en phoning. Donc, c'est comme ça que, au fur et à mesure, les gens ont voulu se mettre en conformité. Et du coup, comme on se connaissait déjà, ça a facilité les relations. En tant qu'indépendante dans le domaine, quel est le coût, l'investissement que tu dois faire au-delà de la formation, bien entendu, pour pouvoir te lancer? Est-ce que tu as du matériel à acheter, des logiciels? Au-delà du coût de la formation, si tu as un ordinateur, un téléphone et de quoi noter, déjà, tu peux le devenir. Ça, c'est pas compliqué. Et t'es pas obligé tout de suite d'investir dans des logiciels spécifiques, des PO ou dans des plateformes spécifiques parce que tu peux avoir des modèles déjà et des registres et de l'analyse d'impact, ce qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure, pour le faire gratuitement parce que sur la CNIL, il y a déjà des outils disponibles. D'accord, donc en gros, après s'être payé la formation, on peut se lancer sans budget. Eh ben oui, carrément. C'est une dernière question pour toi sur cette thématique. Quels sont les avantages à être indépendant ou être salarié dans ce métier? Est-ce que tu as une recommandation? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux? Est-ce que les deux se valent? Raconte-nous tout. Que ce soit pour ce métier ou un autre, je pense que être indépendant, tu as ta liberté temporelle, ta liberté financière, tu travailles pour toi et pas pour un boss. Donc tout ça, c'est des avantages. Que tu sois DPO indépendant ou n'importe quel métier indépendant, ça sera, je pense, les mêmes avantages. Donc il n'y a pas de plus d'avantages à être l'un ou l'autre dans ton métier. Je ne pense pas, non. Alors maintenant, on va parler de la différence entre junior et senior dans le métier. Alors senior, pas dans le sens emploi senior, enfin pas tout de suite, on en parlera après, mais plutôt dans le sens débutant et confirmé, on va dire. Est-ce que déjà il y a une différence, alors quand on est salarié, est-ce qu'on peut avoir une différence de salaire par exemple, quand on est junior versus expérimenté? Je suppose que oui. Maintenant, vu que je n'ai pas été DPO salarié, je ne peux pas te le confirmer, mais j'aurais tendance à te dire que oui. En termes de salaire, sans donner de chiffres, parce que la temporalité des salaires c'est compliqué, est-ce que tu dirais qu'on gagne bien sa vie quand on est DPO? J'espère pour eux. Parce que c'est quand même un métier plutôt rare, complexe et recherché. Donc s'il ne gagne pas bien sa vie, c'est qu'il a mal choisi son entreprise. Alors j'ai lu sur internet des documents qui doivent peut-être dater d'il y a quelques années, mais effectivement je confirme que le salaire a l'air plutôt intéressant, donc c'est rare, c'est recherché et apparemment bien payé. Et en plus on peut le faire en télétravail, donc franchement j'hésite presque à me reconvertir. Bon, j'aime pas l'administratif, donc non, voilà, mauvaise idée, mais effectivement ça donne envie. On va parler maintenant emploi des seniors. Est-ce que quand on est dans la fleur de l'âge, proche de la retraite qu'on espère tous avoir un jour, est-ce qu'on peut se reconvertir en tant que DPO ou est-ce qu'il y a des contre-indications au fait d'avoir un certain âge dans ce métier? Non, je pense pas qu'il y ait de contre-indication parce que, au contraire, il y a les années d'expérience derrière. On voit d'ailleurs qu'il y a plein de consultants d'un certain âge qui se lancent parce que le background, parce que l'expérience derrière fait que ça leur donne plus de crédibilité. Donc, au niveau DPO, ça doit être exactement la même chose. On va parler RSE. Est-ce que ton métier est un métier qui est soucieux de l'environnement, de la sauvegarde de la planète, ou est-ce qu'il y a certains aspects qui peuvent être, je veux dire, améliorables en quelque sorte? Tout peut toujours être améliorable, ça c'est évident. En tant que DPO indépendant, on s'adapte à l'entreprise ou à la structure chez qui on va. Donc j'ai envie de dire là, ça dépendra surtout oui, du contexte de là où on va. Je pense notamment à l'utilisation du papier. Est-ce que du coup, il y a beaucoup d'impression ou est-ce que c'est souvent plutôt par mail, par voie dématérialisée? Est-ce que
on préserve un peu la planète ou pas dans ce domaine-là, ou est-ce qu'on est encore très paperasserie à l'ancienne? Moi, je n'aime pas du tout le papier, donc moins j'en utilise, mieux c'est. Évidemment, quand on est en audit sur site, on prend beaucoup de notes. Donc, après, à chacun de choisir s'il les prend sur papier ou sur PC. Hein, ça, c'est chacun fait ses habitudes. Après, c'est beaucoup du numérique, ça c'est sûr. Surtout quand on utilise les plateformes pour justement le RGPD, tout est numérique. Maintenant, il faut savoir que selon les données qu'on va vouloir envoyer de part et d'autre, il faut faire attention à la méthode utilisée pour qu'elle soit sécurisée. C'est-à-dire que si tu veux transmettre à un tiers un document dans lequel il y a des données personnelles, il faut faire attention de l'envoyer de manière sécurisée. C'est-à-dire, si tu dois, par exemple, envoyer une copie d'une carte une carte d'identité, par exemple, eh ben moi, je vais te déconseiller de l'envoyer par simple mail, parce qu'une messagerie peut être facilement piratable à distance. Et donc, n'importe qui peut après récupérer la copie de ta pièce d'identité. Donc, quand on envoie des données personnelles, et encore pire, des données sensibles, on fait avec un envoi sécurisé, soit par des coffres-forts numériques, des plateformes sécurisées ou des choses vraiment beaucoup plus protégées qu'une simple messagerie. Effectivement, j'ai très souvent envoyé ma carte d'identité de manière non sécurisée. Maintenant, c'est bon, je flippe, c'est cool, merci. Mais alors, c'est bien parce que du coup, découvrir ton métier, ça me permet aussi de sensibiliser les personnes, même si elles ne veulent pas faire le métier. Donc, vive les coffres-forts numériques parce qu'on n'y pense pas. Mais quand tu disais ça, moi, je pensais justement mes relevés de compte bancaire que la banque met dans mon coffre-fort numérique. Et je comprenais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de billets dedans. C'est pas un coffre-fort. Mais je préfère effectivement que ça soit dans un coffre-fort numérique. En termes d'inclusion sociétale, est-ce qu'on peut exercer ce métier, peu importe d'où l'on vient, peu importe notre histoire, ou est-ce qu'il y a des discriminations en quelque sorte dans ce métier? Au-delà de homme-femme, bien sûr, puisqu'on en a déjà parlé. Non, je pense qu'à partir du moment où on a suivi la formation et qu'on est compétent, évidemment, l'idéal, c'est d'éviter les fautes d'orthographe, puisqu'il y a beaucoup de documents écrits. Mais en dehors de ça, tout le monde peut devenir DPO, hein, je pense. Ça marche. Maintenant, question qui fâche, on va parler de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle t'aide dans ton métier ou est-ce que tu déconseilles de l'utiliser dans ton métier? Alors, on va dire qu'au tout début, j'étais vraiment très méfiante. Mais alors, quand je le disais tout à l'heure que j'étais la plus méfiante, je pense que vraiment oui. J'ai testé, hein, bien sûr. Je voulais pas l'utiliser au départ. Après, j'ai fait des tests pour voir justement jusqu'où ça allait en termes de transmission de données personnelles. Il y a eu des évolutions et des choses qui étaient faites au départ par ChatGPT notamment, qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Maintenant, on sait très bien qu'ils vont récupérer des données partout sur le net. Donc, clairement, quand on va assister à n'importe quelle conférence sur le sujet, ils vont forcément pouvoir démontrer que ce n'est pas conforme au RGPD. Et en plus, on va dire qu'en termes de propriété intellectuelle, de choses comme ça, il y a encore tellement de flou dans la réglementation que c'est forcément très complexe. Ça marche. Donc, concrètement, c'est un peu mieux qu'avant, mais toi, tu l'utilises pas forcément dans ton travail. Dans mon métier de DPO, non, je l'utilise pas. Je l'utilise pour d'autres choses, mais pas pour ça. Alors, je te poserai bien cette question, mais tu n'es pas salarié. Est-ce que c'est un métier dans lequel on se soucie du bien-être des collaborateurs? Ou est-ce que tu es un peu le mal-aimé, tu sais, à la machine à café, personne ne veut te parler parce que tu es le casse-pied qui va les enquiquiner avec les choses attention, faut pas mettre ça, ah, si, il faut l'envoyer comme ça. Est-ce qu'on se sent bien dans son métier? Bah là, clairement, qu'un DPO soit salarié ou indépendant, quand on le voit arriver, on n'aime pas. Ça, c'est vrai. Parce qu'il va poser des questions gênantes, qu'il va dire de changer des habitudes qui sont pas les bonnes, mais qui nous facilitent la vie. Parce qu'il il va nous demander de mettre en pratique des choses qui sont beaucoup plus contraignantes qu'avant. En fait, non, le DPO, oui, il n'est pas le plus aimé parce qu'il est chiant. Donc il n'est pas le plus aimé parce qu'il est chiant, mais en même temps il est totalement indispensable parce que ça nous évite à la fois d'avoir des sanctions quand on est une entreprise et à la fois d'envoyer trop de données personnelles quand on est un particulier surfant tranquillement sur Internet. Bah oui, c'est ça, tu as donné des exemples. Et puis surtout, il est là pour, au-delà de protéger l'entreprise, c'est aussi protéger les clients. C'est un gage finalement de confiance et de qualité pour les clients. C'est pour l'image de marque de l'entreprise, pour gagner des nouveaux contrats, des nouveaux business. Donc il est quand même positif sur plein de points.
Effectivement, c'est gage de sérieux. En gros, c'est pas une preuve sociale, mais c'est un peu une preuve de confiance en quelque sorte. Mais oui, c'est exactement ça, carrément. On va parler accessibilité du métier par rapport au handicap. Donc il y a plusieurs types de handicap. L'idée c'est de dire bah voilà en fonction de tel ou tel handicap, est-ce que le métier est possible, impossible, et s'il est possible, s'il y a besoin d'adaptation, lesquelles on pourrait envisager. Si je te dis handicap moteur, est-ce que c'est possible d'être délégué à la protection des données en ayant un handicap moteur? Oui, là, je vois pas où ça pourrait être un frein, hein, clairement. On peut très bien faire un audit sans se déplacer. Si je te dis trouble du spectre autistique, est-ce que c'est un handicap qui pourrait aussi avoir un impact sur le métier, ou est-ce que c'est un métier qu'il pourrait tout à fait exercer? Je pense pas que ce soit un problème, non, il peut aussi le faire. D'autant qu'en plus, on a certaines personnes avec le trouble du syndrome autistique qui sont justement très très rigoureuses, très perfectionnistes, donc c'est peut-être même un avantage dans ce métier en quelque sorte. Carrément, et qui vont peut-être même percuter plus vite que certains en plus, donc ça peut être un avantage, carrément. Si je te dis handicap mental, est-ce que du coup là, là, c'est peut-être un peu plus gênant? Ça va être un peu plus compliqué parce qu'évidemment, il y a quand même des choses pointues hein, dans ce métier, que ce soit en termes juridiques ou informatiques. Donc après, tout dépend des troubles, hein, mais faut voir. Donc c'est quand même mieux d'avoir pleine possession de ses compétences intellectuelles pour pouvoir exercer ce métier. C'est toujours mieux, hein, c'est clair. Si je te dis trouble 10, est-ce que certains des troubles 10, que je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a une certaine quantité, peuvent être un frein dans l'exercice de ce métier? Bah, un premier frein qui me vient à l'idée, ça va être évidemment dans la rédaction des rapports et des fiches de registre, évidemment, ça peut être embêtant. Du coup, on peut peut-être avoir des aides via l'intelligence artificielle ou autre, ou faire corriger par quelqu'un, un tiers, les registres et les rapports. Oui, ça, c'est à mon avis possible. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on a plein d'adaptations pour les personnes ayant un trouble 10 pour pouvoir être quand même déléguées à la protection des données. Si je te dis handicap auditif, est-ce que ça s'oppose ou pas à l'exercice de ce métier? Alors, handicap auditif, j'entends à la fois totalement sourd, mais aussi malentendant ou personne appareillée. Il faudra une adaptation, à mon sens, parce que, évidemment, si tu fais un audit où tu poses les questions et que le client te répond, bah, il faut avoir une autre solution pour avoir les réponses plutôt qu'à l'oral, du coup. Oui, donc il faut juste être capable de communiquer. C'est pas, il n'y a pas de compétences auditives particulières à avoir en dehors de ça. C'est exactement juste pour communiquer. Si je te dis handicap visuel, est-ce que tu me dis possible, pas possible, compliqué? Alors là, ça sera plus compliqué parce qu'évidemment, quand tu fais un audit, tu dois regarder quand même aussi comment c'est dans le lieu que tu audites. Si les armoires sont fermées, s'il n'y a pas la clé qui est restée dessus, s'il n'y a pas des documents qui traînent sur les bureaux, s'il n'y a pas des mots de passe collés sur les claviers. Donc ça, évidemment, il faut les voir. Donc c'est peut-être le seul handicap qui vraiment est très impactant pour exercer ce métier en quelque sorte. Sauf si tu le fais en binôme, à la limite avec quelqu'un qui n'aurait pas de handicap visuel et du coup pourrait t'aider. C'est ce que j'allais dire, à moins que tu aies un assistant et du coup, vous faites à deux. Si je te parle HPI, alors c'est pas considéré comme tel comme un handicap, mais c'est quand même un neuroatypisme. Est-ce que ça peut être une force? Est-ce que ça peut être un handicap? Est-ce que tu penses qu'un HPI peut exercer ce métier de délégué à la protection des données? Bon, oui, je pense, hein, je vois pas où ça pourrait l'empêcher. Alors pour rappel, un HPI c'est haut potentiel intellectuel, hein, c'est pas un génie, c'est juste qu'il réfléchit différemment et donc du coup il peut peut-être aussi avoir un œil différent justement, comme on parlait par rapport aux personnes atteintes de troubles autistiques, un œil différent et percuter sur certaines choses que d'autres ne percuteraient pas. Bah oui, justement, c'est pour ça, je pense que ça peut être intéressant. Si je te dis TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, à ton avis, qu'en penses-tu? Ça va être compliqué de rester concentré sur la rédaction d'un rapport, alors peut-être, parce que moi-même, des fois, pour me concentrer sur un truc, pour quand je fais un dossier ou un rapport, il faut vraiment rester concentré un moment. Donc, ça peut peut-être être compliqué dans ces cas-là. Et en termes de durée des audits, c'est peut-être un peu long aussi. Combien de temps ça te prend en général en moyenne un audit? Bah, ça dépend un peu de la structure, hein. Plus la structure va être grande, plus logiquement, il y a un volume de données, donc plus il y a de services à auditer, plus il y a de filiales, plus il y a de structures à auditer. Si c'est une petite structure, ça va vite. Si c'est une plus grande, bah, ça prend plus de temps. Et forcément, plus tu audites de structures dans un même groupe, plus il y a de rapports à faire. Donc ça peut prendre un certain temps. Et on va dire le temps minimum que tu mets pour faire un audit, ça serait combien de temps?
Pour la plus petite entreprise qui puisse effectivement être auditée, ça va prendre une demi-journée. Ah oui, quand même. Donc, quand c'est des grosses structures, ça peut être très, très, très long. Et donc, très, très, très... bip. Quand on a peut-être un TDAH ou on a du mal à rester concentré, faut peut-être même... peut-être que dans ce cas, on peut le faire en binôme aussi pour se répartir la concentration, si je peux me permettre. Oui, c'est ce que j'allais dire, de le faire effectivement avec un assistant dans ces cas-là pour gagner en temps et en efficacité, ouais. Et ça arrive souvent, du coup, qu'on puisse faire des audits justement en binôme pour aller plus vite pour l'entreprise, peut-être. Alors moi, au début, je faisais en binôme. J'y allais avec un de mes assistants parce que c'est lui qui rédigeait toute la partie administrative. Moi, j'allais chez le client pour poser les questions et lui, il écrivait les réponses pour faire les rapports. Si je te parle d'hypersensibilité, est-ce que c'est un métier où une éponge émotionnelle, par exemple, prendrait cher? Ou est-ce que c'est un métier où, ma foi, les émotions ne sont pas en mode montagne russe Normalement, c'est un métier où tu n'as pas d'émotion, hein. Tu dois rester neutre et objectif. Donc ça, non, je vois pas de complications particulières. T'as jamais eu de client qui s'est effondré devant toi, devant la masse de choses que tu lui as dit qu'il allait devoir changer? Non, parce qu'en général, les responsables, ils ont quand même conscience de tout ce qui a changé. Donc le tout maintenant, c'est de leur faire prendre encore plus conscience du risque de ne pas le faire. Donc quand il y a des pages et des pages de rapports, évidemment, tout se fait pas en une seule journée, hein, ils mettent les choses en place au fur et à mesure de leurs possibilités. Mais s'effondrer, non, ça irait loin. Râler, oui, ça peut arriver, mais c'est dans leur bien. Donc à part ça, non. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Steph d'avoir répondu à toutes ces questions sur le métier de délégué à la protection des données. Et j'espère qu'on vous aura donné envie de vous intéresser plus à ce métier ou de devenir vous-même délégué à la protection des données.